Bonjour et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Ici, on traite de True Crime. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire tragique de Naomi Irons. C'est une jeune fille de 18 ans qui, un matin du 12 mars 2022, croise le chemin de Troy Driver. She's just starting her adult life. She hasn't even gone to college yet. She just graduated high school. Dans cette histoire, vous allez voir que l'assaillant, l'accusé, Troy Driver, va montrer le meilleur de lui-même. Il va dévoiler au grand jour la plus grande de ses qualités, c'est-à-dire la lâcheté, le manque de courage, l'incapacité de faire face à ses responsabilités. Naomi Irons est née le 25 juillet 2003 à Findlay, une toute petite ville dans le Nevada. Son père, Hervé, fait partie de l'ambassade des États-Unis. Et pendant toute son enfance, ils vont voyager à travers le monde. Ils vont vivre en Russie, en Allemagne et aussi en Ukraine. Là, ses parents, Diane et Hervé, vont adopter 3 enfants. Sinon, à part eux, elle avait déjà une sœur et un grand frère. Alors qu'elle a 17 ans, Naomi, qui vit avec ses parents à Pretoria, en Afrique du Sud, leur demande si elle ne peut pas partir vivre avec son frère dans le Nevada. Il vit dans leur maison familiale et elle voudrait le rejoindre. Elle voudrait vivre une vie d'américaine, de femme adulte américaine. Ses parents, un petit peu réticents au début, décident que peut-être que ça lui ferait pas de mal en fait d'aller vivre aux États-Unis. Et la voilà qui arrive en juillet 2021 à Findlay, au Nevada. Son frère, qui est plus âgé, vit déjà là depuis un certain temps et il a une copine. Très rapidement, elle s'achète une voiture et se trouve un travail à mi-temps chez Panasonic. Naomi est très heureuse d'être là. Déjà, elle trouve de la liberté puisqu'il n'y a pas ses parents. Elle retrouve aussi ses amis d'enfance. Elle adore la musique et elle fait du ukulélé dans un groupe. Elle est très présente sur les réseaux sociaux et adore faire des blagues avec ses amis. Naomi, en fait, est simple et gentille. Elle aime s'amuser. Elle a 18 ans. Elle ne fait rien de mal. La ville de Findlay, au Nevada, est au milieu du désert. Et comme toutes les villes américaines, les zones résidentielles sont regroupées. Et le long d'une très grande route à plusieurs voies, il y a tous les commerces. Naomi a trouvé plus simple pour aller au travail le matin, c'est de se rendre sur le parking du Walmart. C'est un très grand centre commercial pour y prendre une navette qui l'amène directement à Panasonic. Ça lui fait économiser du temps et de l'argent. Le vendredi 11 mars, pour la première fois depuis qu'elle est revenue de Pretoria, Naomi a un rendez-vous galant. Quand elle revient de sa soirée, son grand frère est devant la télé avec sa copine. Il lui demande comment ça s'est passé, mais elle ne voudra pas leur répondre. En même temps, c'est son grand frère. Je pense qu'elle n'avait pas réellement envie de lui expliquer ce qui s'était passé. Pour Casey, son grand frère, tout allait bien. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, c'est la dernière fois qu'il va voir sa petite sœur. Le lendemain, le 12 mars, c'est un samedi, Naomi se lève très tôt pour aller travailler. On sait qu'elle s'est arrêtée dans une station-service / dépanneur pour s'acheter de quoi grignoter. À 5h09 du matin, elle arrive sur le parking du Walmart. Et comme dira son frère, Casey, Naomi aimait bien arriver 10-15 minutes avant la navette. Comme ça, elle prenait le temps de lire ses messages et de manger son petit encas qu'elle avait acheté quelques minutes plus tôt. La navette doit passer vers 5h30 du matin. Mais ce matin-là, le 12 mars, quand elle gare sa voiture à 5h09, il y a un individu, debout, qui la regarde, qui l'attendait. Et quand elle s'est garée, il va commencer à marcher vers la voiture, mais en faisant un détour, pour atteindre la voiture par l'arrière. À 5h23, cet individu est vu pour la dernière fois devant la portière côté conducteur de la voiture de Naomi. À 5h23 aussi, c'est les dernières communications qu'il y aura sur son téléphone. 1 minute après, à 5h24, la voiture de Naomi démarre et quitte le parking du Walmart. Le samedi après-midi, le frère de Naomi va à ses occupations. Il rentre assez tard le soir et il va se coucher. Le lendemain, il se réveille. Il n'y a pas Naomi, mais ça ne l'inquiète pas, il doit être au travail. Et c'est l'après-midi du dimanche où il va commencer à s'inquiéter. Elle ne rentre pas du travail et quand il la texte, elle ne répond pas. Il l'appelle aussi, mais ça ne sonne plus. Casey est inquiet
Il ne sait pas trop quoi faire, donc il appelle ses parents à Pretoria. Sa mère lui dit de joindre la police. Et c'est ce qu'il va faire. Il va appeler le 911 et déclarer sa sœur disparue. En fin de soirée, le dimanche, un officier de police va venir pour prendre la déposition. Il fera quelques photos et il repart. Et puis vers 23h30, le même policier va rappeler Casey. Et il va lui dire que Naomi, elle a 18 ans, qu'elle doit être quelque part en train de faire la fête et qu'il préfère attendre avant de monter un dossier de disparition. Pour lui, il n'y a rien de grave. Mais quand il raccroche, Casey, lui, est très inquiet. Il va se coucher, il n'arrivera pas à dormir. À 4h du matin, il est dans sa voiture en train d'arpenter les rues, en train de chercher la voiture de Naomi. Et au bout de quelques heures, quand il rentre chez lui, Casey est abattu. Il n'a aucune nouvelle de sa sœur. Et maintenant, ça fait 2 jours qu'il ne l'a pas vue. Sa copine lui dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à Walmart. On va refaire le même trajet que Naomi. Et à Walmart, on demandera aux agents de sécurité si on ne peut pas visionner les caméras de surveillance. Quand ils arrivent là-bas et qu'ils expliquent leur histoire, les agents de sécurité vont leur donner la permission de regarder toutes les vidéos de surveillance. Et pendant plusieurs heures, ils visionnent tous ces films. Mais Casey, lui, il sait exactement où sa sœur se gare pour prendre la navette. Donc, c'est vraiment là qu'il se focalise. Et quand il arrive le 12 mars, à 5h du matin, et qu'il voit cet homme qui attend, Casey est pétrifié. Il rappelle la police, il appelle le 911 et il dit que sa sœur a été kidnappée. Mais le problème, c'est que la police lui envoie le même policier qui va regarder les caméras de surveillance et qui lui dit je sais pas, mais pour moi, ça me fait penser à un deal de drogue. Casey lui explique que sa sœur ne se drogue pas et surtout qu'elle est peureuse. Si quelqu'un venait avec une arme devant elle, elle ferait tout ce qu'il lui demande. Le policier décide donc d'envoyer une description de la voiture. C'est une Mercury 1992 couleur sable. Et il décide aussi de rendre publique cette photo, la photo de la voiture, pour que la population puisse aider la police. Après la diffusion de la photo de la voiture de Naomi, la communauté s'organise et des recherches commencent pour trouver Naomi. Et le lendemain, le mardi 15 mars, alors que les parents de Naomi arrivent sur le sol américain, la voiture est retrouvée. Elle n'est pas très loin du Walmart, elle est à peu près à 1,5 km. Le long de cette grande route, il y a le Walmart, qui est un très grand édifice avec un énorme parking. Et un peu plus loin, il y a un magasin de peinture, qui est immense aussi. Et entre les deux, il y a un pan de terre. La voiture de Naomi est là. Les policiers aussi vont fouiller dans la vie de Naomi et ils ne vont rien trouver en fait. Il n'y a aucun problème de drogue. Ce mardi-là, alors qu'il y a des recherches qui s'effectuent pour retrouver Naomi, le FBI arrive aussi et il commence à chercher Naomi. Mais surtout, ils étudient la vidéo du Walmart. Et ils peuvent déterminer que l'homme qui est habillé en jean, qui porte un hoodie clair, un masque sur le visage, mesure entre 1,82 m et 1,92 m. On ne voit pas sa tête, mais le FBI a réussi à voir quel style de chaussures il portait. Il regarde aussi que le téléphone de Naomi n'émet plus depuis 5h23 du matin, le 12 mars. Il n'y a plus aucune localisation. Ses comptes bancaires n'ont pas bougé non plus. Et le FBI s'intéresse à la soirée qu'elle avait fait la veille, le 11 mars, mais ça n'amènera à rien. Les policiers et le FBI n'arrêtent pas de fermer les portes, mais ils n'en ouvrent aucune. Et surtout, ils ne retrouvent pas Naomi. Les policiers se rendent compte aussi que Naomi, avant 5h du matin, elle s'est arrêtée pour s'acheter à manger. Et cette photo sera diffusée partout dans les nouvelles. Naomi portait à ce moment-là un cardigan gris, son t-shirt bleu Panasonic et un jogging gris. Les recherches sont très actives et il y a énormément de terrain à parcourir. En dehors de la ville, c'est un grand désert, fermé, ceinturé par des montagnes, arides. Il y a beaucoup d'endroits inaccessibles où personne ne va. Les policiers réquisitionnent toutes les caméras qu'il y a près de la voiture de Naomi. Et ils trouvent quelque chose d'intéressant. Ils trouvent des images de la voiture de Naomi qui vient se garer à cet endroit-là à 15h32, c'est-à-dire 12 heures après avoir été enlevée. La voiture de Naomi est garée par un individu qui en sort et qui se met à marcher le long de la route. À 16h12, un pick-up bleu métallique ou gris métallique
apparaît devant les caméras. Il tourne et il se met pas loin de la voiture de Naomi. Un individu en sort, un homme, qui marche jusqu'à la voiture de Naomi, qui apparemment a les clés parce qu'il va avancer la voiture et la déplacer de quelques mètres. L'individu ressort, reprend sa voiture et repart. Comme les caméras sont trop loin, ils n'arrivent pas à voir la plaque d'immatriculation. Par contre, ils ont une bonne idée de comment est le pick-up. La première chose que fait le FBI, c'est qu'ils diffusent cette image au public. Ils veulent savoir si quelqu'un reconnaît ce pick-up. Et puis après, ils vont aller voir tous les concessionnaires Chevrolet, parce qu'ils arrivent à déterminer que c'est une Chevrolet, pour avoir exactement les références de cette voiture. Et tous les concessionnaires seront d'accord sur le fait que cette Chevrolet est une Silverado 2020, de couleur bleu métallisé ou gris métallisé. Le département de l'immatriculation envoie donc la liste de tous les propriétaires possédant ce style de Chevrolet dans l'ouest du Nevada, et ça fait beaucoup de monde. Les policiers commencent à éliminer les voitures grâce aux options et à la couleur. Ils regardent aussi les casiers judiciaires des gens. Et ils tombent sur un individu qui habite dans un quartier malfamé, qui détient 3 voitures. Et ils sont intrigués que par rapport à son travail, il ait pu se payer 3 voitures, dont une Silverado 2020 qui coûte 80 000 $. Il cherche un peu plus et il se rend compte qu'il n'a pas de casier judiciaire au Nevada, mais il a fait de la prison. Il a un casier judiciaire en Californie. Et en fait, cet individu qui est Troy Driver, c'est pas un ange. Troy Driver a été accusé, quand il était jeune, de cruauté sur animaux. Après ça, il ne s'est pas calmé. Il est rentré dans une sorte de gang et à l'âge de 17 ans, il a conduit une voiture avec sa petite amie. Celle-ci est sortie de la voiture, elle a abattu un homme. Et lui, il a aidé à faire disparaître le corps. Les deux ont été arrêtés et lui, il a pris pour 15 ans de prison, qu'il a fait en Californie. Et quand il est sorti de prison, lui et sa famille, c'est-à-dire ses parents et sa sœur, qui elle aussi avait fait de la prison, ont décidé d'aller s'installer dans le Nevada. Et ils sont allés à Fernley. À Fernley, il a été sage. Ou alors, il n'a pas été attrapé. Mais en 2021, soit 1 an avant les faits, la disparition de Naomi, il a été accusé par sa belle-fille d'attouchement inapproprié. Mais quelques jours après, elle a retiré sa plainte. Troy Driver va devenir une personne d'intérêt. Les policiers vont décider de planquer autour de sa maison. Ils se rendent compte qu'il vit avec une femme qui s'appelle Zulema Silas. Elle a plusieurs enfants, mais qui sont assez grands. Ils ne semblent pas vivre là. Troy a 3 voitures quand même assez chères. Et surtout ce pick-up. Il travaille comme superviseur dans une mine pour une entreprise qui s'appelle Ledcor. Grâce au Facebook de Zulema, il trouve des photos de Troy, qui porte des jeans et des chaussures identiques à la vidéo du Walmart. Ils se rendent compte aussi que Troy a 2 téléphones, un pour lui et un pour le travail. Mais le 12 mars, ces 2 téléphones n'ont pas bougé de chez lui. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces téléphones n'ont jamais été activés, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été utilisés. Et ça, c'est très inhabituel de la part de Troy, parce qu'il utilise en permanence son téléphone, ses téléphones. Le jour du 12 mars, le jour de la disparition de Naomi, le pick-up Chevrolet Silverado de Troy est arrivé sur le parking du Walmart à 4h22 du matin. Mais il n'est pas arrivé du côté de la navette, il est arrivé de l'autre côté. La Chevrolet s'est garée, un individu est sorti du véhicule. Il était habillé en jean, un hoodie clair, la capuche relevée sur la tête. Cet homme a marché à travers les bâtiments commerciaux pour se rendre en fait au parking où, quelques minutes après, Naomi est arrivée. Et ça va être déterminant dans l'enquête parce que en fait, la police arrive à comprendre ce qui s'est passé. Quand Naomi est arrivée sur le parking, il s'est présenté à sa portière, sans doute avec une arme, et il l'a forcé à se mettre côté passager. Lui, il est monté côté conducteur et c'est lui qui a sorti la voiture du parking pour conduire on ne sait où. Mais dans l'après-midi, à 15h30, il est revenu. Il a laissé la voiture de Naomi à 1,3 km du Walmart et s'est mis à marcher pour rejoindre le pick-up qu'il avait laissé sur le parking du Walmart. Et donc, les policiers vont commencer à regarder les vidéos de surveillance des rues qu'il aurait empruntées pour rejoindre son pick-up. Et ils vont le trouver. Et dès ce moment-là, ils vont le mettre en état d'arrestation. On est le 25 mars 2022. Mais Naomi, elle n'est pas encore retrouvée.
Il est mis en état d'arrestation pour kidnapping et vol de voiture. Mais surtout, ils vont publier sa photo. Et là, 2 personnes vont appeler. La première, c'est une jeune femme qui explique que le 9 février, soit presque un mois avant les faits, alors qu'elle est partie à l'extérieur de Fernley, pas loin du Walmart d'ailleurs, elle a pris un sentier pour promener ses chiens. Quand elle a eu fini de promener ses chiens, elle est repartie en arrière et là, elle a vu qu'il y avait un homme qui l'attendait dans sa voiture. Il lui bloquait le chemin. Elle s'est dit qu'il ne fallait pas sortir de la voiture. Donc, elle est montée sur le monticule de terre, un peu dans le désert, avec sa voiture et elle a continué son chemin. Elle a accéléré et elle s'est dit qu'il fallait qu'elle rejoigne un endroit où il y avait beaucoup de monde. Et le premier commerce, c'était le Walmart. Quand elle arrive sur le parking du Walmart, l'individu se met face à elle. Elle va le filmer, ce qui va faire qu'il va partir. Et elle pense que c'est Troy Driver. Elle a reconnu la photo. Le deuxième appel qui va être très important, c'est 2 collègues de travail de Troy. Ils expliquent à la police que 2 semaines avant la disparition de Naomi, Troy avait demandé un tractopelle. Et par contre, il l'a demandé à ce qu'il soit livré à Eureka. C'est un autre chantier de mine en fait. Mais ce n'est pas là où il travaille normalement. Eureka, c'est le lieu d'une mine qui n'est pas encore ouverte. Quand les policiers apprennent ça, ils décident qu'ils vont aller fouiller à Eureka. Et ils font bien parce que très rapidement, ils s'aperçoivent que la terre a été remuée et qu'il y a donc une tombe assez superficielle. Les restes de Naomi Irons sont découverts. L'autopsie qui sera faite ne sera pas belle à entendre. Naomi a été abusée sexuellement. Elle a reçu une balle à l'arrière de la tête. Et quand elle a été mise au fond de ce trou, qui apparemment était déjà fait depuis 2 semaines, son agresseur lui a tiré une balle dans le torse, au niveau de la poitrine. Les policiers vont aussi interroger Zulema Silas et ils vont apprendre beaucoup de choses, notamment qu'elle ne donne pas d'alibi du tout à son mari. Elle explique que le 11 au soir, il lui a annoncé qu'il allait partir en camping. Elle a été étonnée parce qu'il n'a pas pris les téléphones et il est parti le 11 au soir et il est revenu le 13 au matin, très tôt. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a nettoyé la voiture, mais ce qui l'a intrigué, c'est qu'après, il a effacé les caméras de surveillance qu'ils ont dans le garage. Il n'y a plus d'images, plus de vidéos. Elle expliquera aussi qu'elle savait qu'il avait fait de la prison en Californie, mais elle pensait que c'était une erreur, qu'il avait été impliqué malgré lui. Il n'avait que 17 ans et il lui avait expliqué que ce n'était pas sa faute. Et en plus, la mère de Troy aussi avait dit la même chose. L'arme de Troy ne sera pas découverte, mais il n'avait pas le droit d'avoir des armes à feu. Par contre, quand on voit les vidéos, on sait qu'il en avait plein. La preuve la plus importante, en fait, ça va être l'ADN. Il y a l'ADN de Troy dans la voiture, mais aussi dans Naomi. À partir de ce moment-là, Troy Driver sera accusé de meurtre au 1er degré, prémédité, d'agression, de vol, voiture et téléphone portable, de kidnapping avec arme à feu. Les avocats de Troy Driver disent de suite que leur client n'est pas assez sain d'esprit pour subir un procès. L'État demande alors une évaluation psychologique. Les psychologues et les psychiatres disent qu'il est tout à fait apte à être jugé. Et en mars 2023, le procureur demande la peine de mort. Et pour contrer, les avocats de Troy Driver demandent un procès rapide, c'est-à-dire que ça soit fait dans les 6 mois. Ils veulent en fait que le procureur n'ait pas le temps de se préparer. Et ils veulent aussi que le procès ne soit pas fait à Fernley, parce qu'ils pensent que tout le monde est au courant et que donc leur client n'aura pas un procès neutre. Le procureur est d'accord avec tout. De toute manière, ils ont assez de preuves pour inculper à vie ou à la peine de mort Troy Driver. Et il est décidé que le procès se fera en décembre 2023. Mais le 6 août 2023, à 18h17, en faisant sa ronde, un gardien de prison se rend compte que Troy Driver s'est pendu. Et l'histoire s'arrête là. There is no longer any threat from Troy Driver. Again, the evidence is insurmountable that he was the perpetrator of this despicable act, and he is dead. Les parents ne pourront jamais dire ce qu'ils pensent à cet accusé, ne pourront pas avoir de réponse non plus. Et donc, c'est la dernière action abominable qu'aura fait
Troy Driver. Troy Driver a écrit une lettre de confession pour dire que c'était sa faute, qu'il avait des impulsions, qu'il n'a pas pu se retenir. Il dit qu'il met fin à ses jours parce qu'il se sent coupable. Et d'après moi, tous les tueurs, les psychopathes en fait, qui mettent fin à leur vie en prison quand ils vont être obligés de faire face à la justice ou même, surtout, face à la sentence, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de honte. Ils ne veulent pas avoir honte. Ils ne veulent pas qu'on les voit comme ils sont réellement. Ils préfèrent mourir. I know that Troy Driver was a coward. Ce n'est que de la lâcheté pure et simple. Voilà, c'était la triste histoire de la petite Naomi Irons. Et j'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi, même si l'histoire n'est pas gaie. Mais par contre, ce qui est une bonne chose, c'est que Troy Driver ne sera pas là pour l'entendre. Et donc, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À plus tard!